Pourquoi la menace de Museveni sur l'océan Indien doit alerter Tshisekedi et la RDC? Chaque mot prononcé par Yoweri Museveni lors de son étrange revendication de l'océan Indien résonne aujourd'hui comme un avertissement direct pour la République démocratique du Congo. Derrière l'arrogance apparente se cache une logique dangereuse, celle d'un dirigeant qui ne respecte aucune frontière, aucune souveraineté, aucune amitié durable, et qui pourrait un jour retourner son discours contre Kinshasa. Chers auditeurs d'Africa Flashes, salutations à vous où que vous soyez, sur notre continent et dans la diaspora. Aujourd'hui, nous parlons franchement, sans détour et sans naïveté. Les propos récents de Yoweri Museveni ne concernent pas seulement le Kenya, la Tanzanie ou la façade maritime de l'Afrique de l'Est. Ils concernent la RDC, profondément, directement, dangereusement. Car à travers ce discours, Museveni révèle une fois de plus la nature véritable de son pouvoir, la conviction intime qu'il peut redéfinir l'ordre régional selon sa volonté, ses frustrations, ses intérêts personnels. Et si un homme se permet de dire publiquement que son océan lui a été volé, que des guerres pourraient régler cette injustice imaginaire, alors il faut avoir le courage de poser la question essentielle. Que fera-t-il demain lorsqu'il estimera que le Congo bloque ses ambitions, ses profits, son influence? Qu'arrivera-t-il lorsque Tshisekedi ou tout autre dirigeant congolais dans l'avenir décidera de rompre une coopération jugée trop intrusive ou déséquilibrée? Ce jour-là, les Congolais n'auront plus le luxe de la surprise. Museveni vient de nous dire ce qu'il ferait. Il menacerait, il provoquerait, il utiliserait la force. Car c'est ainsi qu'il raisonne, c'est ainsi qu'il agit, c'est ainsi qu'il a gouverné pendant près de 40 ans. How do I export my products? That's why we have got endless discussion with Kenya, then this one. This one stops, then another one comes, then the railway, the pipeline, the what, we discuss. But that ocean belongs to me. Because where is my ocean? I am entitled to that ocean. In future we are going to have wars. In future we are going to have wars. How can you say... Le discours sur l'océan Indien n'était pas une simple plaisanterie d'un vieux président fatigué. C'était une fenêtre ouverte sur sa vision du monde. Une vision où les frontières africaines sont des obstacles injustes, où les pays voisins sont des irresponsables, qui confisquent la cour commune, où l'Ouganda devrait avoir ce qui ne lui a jamais appartenu. Et si Museveni se permet cette audace face au Kenya, une puissance régionale, avec une armée moderne et un poids diplomatique considérable, que dire alors de sa perception de la RDC, qu'il a déjà envahi, manipulé, exploité, instrumentalisé au cours de son histoire récente? Kinshasa doit comprendre une chose. L'homme qui parle ainsi n'a jamais respecté les frontières du Congo. Elles ont toujours été, pour lui, des lignes à franchir lorsque ses intérêts l'exigeaient. Et lorsqu'on écoute l'interview entière, on entend clairement ce fil conducteur. Museveni estime que les frontières actuelles sont irrationnelles, injustes, mal dessinées. Il prétend que leurs effets économiques et stratégiques enferment l'Ouganda. Il considère que l'intégration régionale doit permettre, non pas de coopérer, mais de corriger ce qu'il appelle la folie d'une Afrique où certains pays n'ont pas accès à la mer. Ce n'est pas une théorie, c'est une justification dangereuse, une justification déjà utilisée dans le passé pour intervenir, directement ou indirectement, en RDC au nom de la sécurité régionale ou des intérêts communs. Car l'histoire ne ment pas. Ce que Museveni a fait hier, il peut parfaitement le refaire demain. Le Soudan du Sud ne serait jamais né dans la forme que nous connaissons sans son implication profonde. L'Est de la RDC porte encore les cicatrices de son passage. Des groupes armés pilotés, financés,
instrumentalisés, des réseaux de contrebande, des opérations militaires prétextées, des alliances opaques avec des forces locales, des millions de vies détruites. À travers tout cela, Museveni n'a jamais montré la moindre hésitation. L'idée de souveraineté congolaise n'a jamais constitué un frein. Et il ose aujourd'hui parler d'un océan qui lui appartient. Qui peut croire qu'il ferait preuve d'un respect subi, miraculeux et définitif envers les frontières congolaises? Ce qui est frappant dans ce discours, c'est la logique propriétaire. Museveni ne parle pas comme un président élu. Il ne parle pas comme un homme d'État soucieux de l'équilibre régional. Il parle comme un seigneur féodal, persuadé que la géographie africaine lui doit quelque chose. Il parle comme un homme accoutumé à voir ses désirs devenir des réalités politiques. Et lorsqu'un tel homme décide de transmettre le pouvoir à son fils, ce n'est pas seulement la démocratie ougandaise qui est bafouée, c'est la stabilité régionale entière qui est placée sous la domination d'un clan militaire. Car un régime familial, installé par la force, n'a qu'un seul réflexe lorsqu'il sent le sol trembler: projeter la force vers l'extérieur. L'histoire mondiale en regorge, et l'histoire congolaise le confirme. Les longues dictatures voisines ont toujours utilisé le territoire de la RDC pour réaffirmer leur puissance ou détourner l'attention intérieure. Quand Museveni affirme que, dans le futur, il y aura des guerres, quand il dit que les petits pays ne peuvent pas se défendre, quand il répète que la mer lui appartient, il faut entendre ce qu'il dit vraiment, que la force prime sur le droit, que l'ambition prime sur la souveraineté, que l'expansion prime sur le respect des voisins. Museveni ne prépare pas seulement les esprits à une bataille maritime imaginaire. Il prépare les esprits à son héritage politique. Il prépare les esprits à l'idée que son fils, ou ceux qui lui succéderont, auront le droit de remettre en question tout ce qui entrave la puissance ougandaise. Et dans cette vision, la RDC est la proie la plus évidente. Elle l'a été hier. Elle pourrait l'être demain. Kinshasa doit se souvenir d'un principe simple. On ne joue pas avec le feu en espérant qu'il vous épargne. Museveni peut sourire aujourd'hui, tendre la main, signer des accords, promettre la coopération sécuritaire, offrir des garanties. Mais derrière ce sourire, il y a un homme convaincu qu'il a un droit naturel sur l'espace régional. Un homme qui traite ses voisins comme les appartements d'un bloc de flat dont il prétend posséder la cour. Un homme qui pense que la folie ne réside pas dans l'arrogance de ses propos, mais dans le fait que ses voisins n'acceptent pas ses désirs territoriaux. Un homme qui parle souvent de paix, mais n'a jamais hésité à soutenir des groupes armés lorsque cela servait ses intérêts. Un homme qui parle de stabilité, mais qui a lui-même transformé l'Ouganda en laboratoire autoritaire où l'opposition politique est traquée, humiliée, emprisonnée. Un homme qui parle d'intégration africaine, mais qui n'a jamais respecté les règles fondamentales qui la rendent possible. Confiance, souveraineté, réciprocité. Alors, pourquoi la RDC ferait-elle confiance à cet homme? Pourquoi Kinshasa devrait-elle se croire à l'abri de la logique qui l'a poussé à menacer le Kenya? Pourquoi imaginer que, demain, Museveni n'utilisera pas les mêmes arguments pour dire que les ressources congolaises devraient être partagées, que les frontières actuelles ne sont pas rationnelles, que la sécurité régionale exige des ajustements? Le Congo n'a jamais été menacé par ses propres frontières. Il a été menacé par ceux qui prétendaient les redéfinir. Et Museveni fait partie de cette histoire. Si Tshisekedi et les dirigeants congolais veulent protéger le pays dans les années à venir, ils doivent comprendre une vérité fondamentale. Un dictateur de longue durée ne devient jamais un partenaire fiable. Son pouvoir personnel passe avant tout. Ses frustrations
deviennent des armes. Ses ambitions deviennent des doctrines. Et ces doctrines deviennent des menaces pour ceux qui l'entourent. Ce discours sur l'océan n'est pas un hasard. Ce n'est pas un simple bavardage. C'est un avertissement. Et il serait irresponsable pour la RDC de l'ignorer. Chers auditeurs d'Africa Flashes, notre rôle est d'analyser, d'alerter, de mettre en lumière ce que d'autres voudraient minimiser. Et la vérité est simple, la RDC doit rester vigilante. Elle doit comprendre que Museveni n'a jamais été un stabilisateur régional. Elle doit comprendre que ses paroles sont des miroirs de ses intentions. Elle doit comprendre que les alliances avec ce type de dirigeants sont des pièges. Et surtout, elle doit comprendre qu'aucun pays, aussi enclavé soit-il, n'a le droit de menacer ses voisins pour satisfaire une obsession personnelle. Le Congo a assez souffert de ceux qui se croyaient propriétaires de ses frontières, de ses routes, de ses richesses. Aujourd'hui, il doit dire non à cette vieille logique. Il doit regarder Museveni non comme un allié, mais comme un avertissement. Car la vraie question n'est pas à qui appartient l'océan Indien. La vraie question est jusqu'où Museveni est-il prêt à aller pour obtenir ce qu'il désire. Et pour la RDC, il est impératif de se préparer à la seule réponse raisonnable. Il est prêt à aller trop loin. Si vous souhaitez une version plus longue, plus intense ou avec un ton encore plus dramatique pour Eleven Labs, je peux l'amplifier immédiatement. But that ocean belongs to me. Because where is my ocean? I am entitled to that ocean. In future, we are going to have wars. The Americans are now saying they want to be superior in land forces, on land. They want to be superior in the air force. They want to be superior at sea, navy. They want to be superior in space. And they have all been to the moon. The Americans have been to the moon, the Russians, the Chinese, the Indians have now gone. You fellows, you are here on Earth. Those fellows are on the moon, looking at you like insects. I don't like to be in that situation. That's why I say, you people, why don't you see how to unite? Because Uganda, even if you wanted to build a navy, how can you build it? We don't have access to the sea. The political organization in Africa is so irrational. Some of the countries have no access to the sea. For economic purposes, but also for defense purposes, you are stuck. How do I export my products? That's why we have got endless discussion with Kenya, then this one stops, then another one comes, then the railway, the pipeline, the what, we discuss. But that ocean belongs to me. Because where is my ocean? I am entitled to that ocean. In future, we are going to have wars. In the future, we're going to have wars. How can you say that you are in a block of flats, that the compound belongs to only the flats on the ground floor, that the compound belongs to the whole block. All the flats are entitled to the compound. Yeah. There's no way you can say. So may I just go, these people, you are really endangering yourself. How can you have a situation like this? Uganda is landlocked inside here. But where is my ocean? My ocean is the Indian Ocean. No, it belongs, really, me. I'm on the top floor of the block. And then you say the compound belongs to only the ones on the ground floor. This is madness. So that's why I say, you people, you better unite economically for the sake of prosperity, if you want prosperity. Market. But if you want stability and also strength in the world,
so that you can go and to the moon also. You go to the moon. The ones who have been to the moon are big ones, not small people. Superpowers. The Americans, the Chinese, the Russians, and the Indians now. Our friends, the British, are still here with us. On Earth, they have not gone. They can't go. It's too much. One country can't manage. The French are here with us. All these fellows, except those four, because size matters. So that's why we say, you people, why don't you look at East Africa so that you deal with the issue of strategic security? These are the 7 points in the manifesto. Thank you. If we have got economic integration, it can help with the economy. But how about defense? How do we defend ourselves? The Americans are now saying they want to be superior in land forces, on land. They want to be superior in the air force. They want to be superior at sea, navy. They want to be superior in space. And they have all been to the moon. The Americans have been to the moon, the Russians, the Chinese, the Indians have now gone. You fellows, you are here on Earth. Those fellows are on the moon, looking at you like insects. I don't like to be in that situation. That's why I say, you people, why don't you see how to unite? Because Uganda, even if you wanted to build a navy, how can you build it? We don't have access to the sea. We are also looking at the political integration of East Africa. Whenever I listen to the song of the Bagisu, I like it so much, the tune of the Bagisu. And I am hoping you to capture it, confiscate it, and take it to East Africa. When we form the Federation of East Africa as a federal anthem. Now, why do we need a federal anthem? You see what's happening in the world. War between Russia and this one. Americans are doing this. How will Africa defend itself? Normally, when I'm talking in the rallies, I don't have time to go into all of them. Yeah. But now that you have invited me, you are the ones who invited me. And you do, once you invite me, you do so at your own risk. It's our pleasure, Your Excellency. I can talk to you for ages until you sleep. The pleasure is ours, Your Excellency. Appreciate. So our manifesto has